Nous n'augmenterons pas les impôts, c'est la promesse dure comme fer de l'exécutif et Bruno Le Maire depuis les quinquennats Macron. Nous ne toucherons pas à la sécurité sociale, c'est également la promesse du ministre de l'économie. Vraiment, à partir du 31 mars, les Français vont connaître une augmentation de la franchise médicale et depuis mi-février, c'est la participation forfaitaire qui a doublé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez devoir mettre davantage la main à la poche pour vos soins. Sur chaque boîte de médicaments, il faudra participer à hauteur d'1 euro contre 50 centimes auparavant. Les transports sanitaires passent de 2 à 4 euros et 1 euro sera retenu par acte médical par un auxiliaire médical, infirmier, kiné, orthoptiste contre 50 centimes auparavant. Côté participation forfaitaire depuis le 18 février, elle a doublé aussi et est passée à 2 euros sur les consultations, les actes médicaux hors hospitalisation et les examens et analyses de biologie médicale. Le plafond de 50 euros par an pour d'un côté la participation forfaitaire et de l'autre la franchise médicale est maintenue et elle ne concerne pas les mineurs, les femmes qui bénéficient de l'assurance maternité et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Nicolas Da Silva, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es économiste et tu as écrit en 2022 La bataille de la Sécu, livre qui détricote tout le fonctionnement de la sécurité sociale et déconstruit les idées reçues, notamment celle qui a la vie dure sur le trou de la Sécu, et nous t'avions reçu d'ailleurs à cette occasion. Quelle a été ta réaction à ce gouvernement qui veut ni toucher aux impôts, ni toucher à la Sécu, mais qui augmente franchise médicale et participation forfaitaire? C'est une manière de le faire plus subtilement, on va dire? Pas tant subtilement que ça, puisque la mesure qui entre en vigueur en ce début d'année avait déjà été annoncée, murmurée à l'automne dernier lors de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale qui a été adoptée par 49.3. Donc de ce point de vue, il y a une très claire continuité du gouvernement précédent, Elisabeth Borne, et de ce gouvernement de Gabriel Attal, bien que quand il avait été nommé, il y avait eu un étonnement parce qu'il était arrivé en disant qu'il allait ajouter au budget de la sécurité sociale 32 milliards. Et alors, je ne sais pas si on se rappelle, mais c'était comme ça qu'il était arrivé sur les sujets de santé. Et là, on s'était dit, mais peut-être que quelque chose va bouger. Sauf qu'en réalité, on s'était très vite rendu compte que c'était une fausse annonce. Parce que ces 32 milliards, ils étaient déjà dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et en fait, c'était les 32 milliards qui étaient prévus pour les 5 ans à venir. Parce que tous les ans, le budget augmente, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles le budget augmente. Or, quand on regarde 32 milliards pour les 5 ans à venir, en fait, c'est même pas qu'il n'y a pas 1 euro de plus pour la Sécu, c'est qu'il y a des sous en moins. Parce qu'en ce moment, l'inflation est telle que 32 milliards en plus sur 5 ans, ça veut dire qu'à pouvoir d'achat équivalent pour le système de santé, ça fait moins de sous. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une continuité avec cette volonté de serrer les vis après la parenthèse 2020-2021. Et donc sur cet enjeu des franchises médicales, c'est quoi l'idée? Les franchises, la participation. Mais il y avait eu d'autres choses avant. Il y avait eu le forfait patient urgence. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de ce type de politique. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire que si on dépense trop de sous pour les soins de santé en France, c'est à cause du patient. C'est parce qu'en fait, les gens abusent. Alors là, je le dis de façon un peu familière, mais toute une partie de la théorie économique parle d'aléa moral. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes assuré, vous savez que vous ne payez pas, il n'y a pas d'effet prix. Sauf qu'en fait, la théorie économique, elle ne dit pas que ça. La théorie économique, elle dit qu'en fait, il faut regarder dans la réalité des faits. Et en fait, empiriquement, on se rend compte que les gens, lorsqu'ils sont malades, effectivement, ils vont chez le médecin, ils vont acheter des médicaments et ils vont se faire rembourser. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont malade, pas parce qu'ils abusent. Et donc, l'un des enjeux qui est très important à avoir en tête, c'est que si le gouvernement surfe sur cette idée de l'abus, du fraudeur qui serait responsable de ce qui se passe aujourd'hui, en fait, tout ça n'a absolument aucune espèce de rapport avec la réalité qu'on est capable de démontrer. Si on prend simplement cet exemple des franchises médicales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chez le médecin, vous vous faites prescrire des médicaments, et donc plutôt que de payer 50 centimes les médicaments, vous allez payer 1 euro. Par boîte. Par boîte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée derrière, c'est de dire que l'idée qui a avancé, c'est de dire que, c'est ce qu'avait dit Aurélien Rousseau avant qu'il ne démissionne, c'est qu'en fait, les soins de santé, c'est pas un bien comme un autre. Il faut être responsabilisé. Or,
En fait, quand vous allez chez le médecin, c'est lui qui vous prescrit les médicaments. Et si vous les prescrit, c'est parce que vous êtes malade. Donc en fait, le patient n'est pas responsable de la prescription du médecin. Et pourtant, c'est lui qui est puni. Il est puni parce qu'on le fait payer plus cher. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait payer plus cher les patients pour accéder à leurs soins? Tout simplement, ils ont tendance à moins se soigner, à être plus malades. Et donc ça a des conséquences parce que si vous vous soignez moins, votre état de santé a plutôt tendance à se dégrader et donc vous avez plus de chances ensuite d'aller dans des services de soins qui sont plus coûteux. Donc en fait, tout ça n'a pas vraiment de rationalité économique. Et en fait, moi je connais pas ou très peu d'économistes qui disent l'inverse. C'est même pas un sujet de polémique parmi les économistes. On sait que lorsqu'on fait payer les malades, en fait, ils ne se soignent pas. Et ça, c'est un problème pour la société. D'abord parce qu'ils restent malades, mais aussi parce qu'après, leur situation empire et ça coûte plus cher. Donc évidemment, c'est une politique qui ne fonctionne pas et qui est une mesure qui est purement budgétaire. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'économiser de l'ordre de 800 millions d'euros. Voilà l'objectif. Donc, pour en revenir à la question, et j'arrête parce que je suis très bavard, pas un euro d'économie sur le système de santé, c'est pas vrai. Il y a eu ces mesures qui débutent cette année d'économie via le forfait et les franchises médicales. Et puis en plus, tu le disais, c'est une mesure qui est budgétaire, mais très, très court-termiste, parce qu'au final, très cyniquement, en fait, ça coûtera plus cher que ça ne rapporte à court terme, sans parler évidemment après de tout l'aspect humain et social, mais ça arrive, on l'entend un petit peu moins. Dans plusieurs articles de presse et dans les arguments du gouvernement, on peut lire, entendre que ces décisions ont été prises face à la dégradation des comptes de la sécurité sociale, et cette idée est bien ancrée partout, elle a la vie dure. Il faut qu'on participe car on coûte trop cher. Toi, Nicolas, tu as beaucoup travaillé sur cette question du trou de la Sécu. Qu'est-ce que tu peux répondre à cet argument ? Alors, cet argument, il a été capturé par une superbe expression d'un sociologue qui s'appelle Julien Duval, dans un petit bouquin que j'invite vraiment à lire, à se procurer et à lire. C'est le mythe du trou de la Sécu. L'idée, bien entendu, c'est pas de contester le fait qu'à la fin de l'année, le régime général de sécurité sociale est en déficit. C'est quasiment le cas tous les ans. Mais pourquoi Julien Duval parle de mythe du trou de la Sécu et pourquoi on peut lui donner raison ? Parce qu'en fait, il s'agit beaucoup plus d'une construction politique, médiatique, que d'une réalité comptable. Pourquoi ? Parce que quand on avance cette idée de dégradation des comptes publics, de gestion parfois très mauvaise de l'argent public, d'inefficacité, de gaspillage, eh bien en fait, on avance déjà avec des présupposés des politiques à mener. Et c'est quoi ce présupposé ? Quand on arrive en disant « il y a un trou de la Sécu », eh bien déjà, on arrive, il y a trop de dépenses. Et donc, s'il y a trop de dépenses, il faut remettre en cause le niveau des dépenses et jamais on s'interroge sur la question des ressources de la sécurité sociale. Parce que comme dans tous les budgets, le solde de la sécurité sociale, c'est la balance entre les recettes et les dépenses. Donc ça, c'est un premier argument. Et en fait, tout le monde le comprend bien. Je veux dire, à chaque fois qu'on entend parler de la sécurité sociale dans la plupart des médias dominants, c'est « oh, la sécurité sociale, c'est une bonne idée, mais ça coûte cher ». Et donc, il faut la réformer. Et donc, pour la sauver, réformons-la. Sauf que la réformer, ça veut dire réduire l'accès aux droits. On pourrait avoir beaucoup d'arguments à opposer à cette lecture-là, à cette dimension mythique du trou de la Sécu. Parmi ces arguments, le plus simple à dire, c'est que cette année, encore une fois, la loi de financement de sécurité sociale qui a été adoptée à l'Assemblée, à la première page, il est écrit que les recettes des administrations de sécurité sociale sont supérieures aux dépenses des administrations de sécurité sociale. Et là, on se dit, mais attends, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? On nous dit qu'il y a du déficit, il y a une situation qui est alarmante, qui est dramatique, et pourtant, première page de la loi de financement de la sécurité sociale, on nous dit que les comptes des administrations de sécurité sociale sont excédentaires. Et c'est le cas. Et c'était déjà le cas en 2022. En 2022, alors je pourrais vous assommer de chiffres, mais en 2022, déjà, les comptes des administrations de sécurité sociale étaient excédentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de la sécurité sociale en général, en fait, on peut parler de plein de choses très différentes. Et la façon dont on va décider de quelle
sécurité sociale on parle, ça va avoir des conséquences sur la lecture comptable. Parce qu'en fait, la sécurité sociale et ce qu'on appelle dans la comptabilité publique les administrations de sécurité sociale, c'est plein de comptes très différents. Et dans le débat public, quand on dit le trou de la Sécu, on pense au régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, c'est celui qui concerne les travailleurs salariés sur la maladie, les accidents du travail, les retraites, mais pas toutes les retraites. Par exemple, il y a des régimes complémentaires et la famille. Mais il y a d'autres caisses. Il y a les caisses complémentaires de retraite, il y a les caisses d'assurance chômage, il y a ce qu'on appelle la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il y a le fonds de réserve des retraites. Toutes ces caisses différentes font partie, au sens de la comptabilité publique, de la sécurité sociale. Et quand on prend en compte toutes ces caisses, en fait, il n'y a pas de déficit, il y a un excédent. Donc on voit comment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inquiéter du déficit du régime général de la sécurité sociale, mais ça veut dire que la situation est beaucoup moins alarmante que ce qu'on pourrait penser. Et l'un des arguments qu'on pourrait avancer, rien qu'à ce stade-là, ce serait de dire, oui, mais pourquoi alors, s'il y a des excédents, dramatiser la situation? Et quand on regarde dans le détail, il y a une des caisses qui est très excédentaire, c'est la caisse qui a la CADES, que j'ai citée, qui finance la dette sociale. Et en fait, on pourrait se poser la question, mais politiquement, économiquement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, en fait, la CADES, elle est financée en grande partie par un impôt qu'on appelle la CRDS, qui est la contribution au remboursement de la dette sociale. Et en fait, ça fait partie d'une réforme de la sécurité sociale qui date des années 90, 95, le plan Juppé, où on décide que plutôt de continuer à augmenter les cotisations sociales pour financer la production de la sécurité sociale, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah non, on va accumuler les déficits, et ces déficits, on va les mettre de côté dans une dette qui va devoir aller se financer auprès de tout un tas d'institutions. Et en fait, ça coûte extrêmement cher. C'est à partir de ce processus-là qu'on va endetter massivement la sécurité sociale, et ça coûte très cher parce qu'elle s'endette au plein d'acteurs qui, eux, prêtent de l'argent à la Sécu, récupèrent leur capital, plus des intérêts et des commissions au passage. Et donc ça coûte très cher. L'endettement de la sécurité sociale, il coûte cher alors qu'on aurait pu choisir d'autres stratégies de financement. Parce que, et là on arrive à un deuxième niveau de discussion, en fait la sécurité sociale, il y a une lutte politique continue contre ces recettes. Et en fait ça s'appelle simplement la lutte contre le salaire. Et le salaire, évidemment, au sens large, qui est le salaire net, le salaire brut, si on veut parler comme ça. Depuis au moins les années 90, on a une politique constante de lutte contre les cotisations sociales, d'une part, et contre le salaire tout court, avec cette idée que, au nom d'une politique de l'emploi qui ne fonctionne pas, il faut contenir l'évolution des salaires, et contenant l'évolution des salaires, il y aura moins de chômage. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Sauf qu'entre-temps, la sécurité sociale accumule des déficits. Et toutes les politiques d'exonération des cotisations sociales coûtent extrêmement cher. Alors, une grande partie de cette politique, elle est compensée par le budget de l'État, mais il y a une autre partie qui n'est pas compensée par le budget de l'État. Par exemple, les mesures non compensées, en 2022, c'était 2,5 milliards d'euros. Ça veut dire que l'État, budget de l'État, dit à la sécurité sociale, budget des administrations de sécurité sociale, eh bien, je vais vous empêcher de toucher 2,5 milliards d'euros et je ne vous compense pas de cette mesure-là. Donc on voit comment ce déficit est organisé politiquement. Et il y a plein d'autres mesures. Et donc, effectivement, si on voulait adopter un autre regard sur la sécurité sociale, eh bien, on pourrait se pencher du côté des recettes. Et alors là, on veut faire des économies, on veut améliorer le solde du régime général, on peut avoir plein d'idées. Mais c'est toujours comme ça, dans les annonces d'économie, on s'attaque toujours aux dépenses et jamais aux recettes. Et on le rappelle, si les salaires sont plus hauts, les cotisations sont forcément plus hautes. Donc c'est lié. Alors, forcément, ça dépend, parce que, encore une fois, il y a eu une politique de détricotage du mécanisme initial de la sécurité sociale par les exonérations qui désormais vont très très haut dans l'échelle des salaires, et ce qui contribue à ce qu'on a appelé récemment la smicardisation du pays, c'est-à-dire la tendance à concentrer les salaires là où en fait il n'y a pas de cotisation, ça coûte moins cher à l'entreprise, mais il y a aussi d'autres types de dispositifs comme les exemptions d'assiette, c'est-à-dire qu'on va dire pour certains types, pour certaines raisons, on va dire que l'entreprise n'est pas obligée de cotiser. Et j'ai pris un exemple
d'exemption d'accès qui coûtent très cher et qu'on pourrait décider de supprimer assez rapidement. C'est une exemption d'assiette sur les complémentaires santé d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a depuis les années au moins 2000, et en particulier depuis 2004 dans le cas de santé, des incitations aux entreprises. On incite les entreprises pour qu'elles offrent des services en plus à leurs salariés, et en particulier des couvertures sociales en plus. Ça peut être la santé, mais ça peut être aussi la retraite. Et alors, en 2004, il y a eu des incitations qui sont données aux entreprises pour faire ça par des exemptions d'assiette. Ça veut dire que si moi, en tant qu'entreprise, je paye à mes salariés une complémentaire santé, je vais payer moins de cotisations sociales. Ou en tout cas, la base sur laquelle je vais payer mes cotisations sociales sera réduite. En fait, ça, c'était un dispositif d'incitation qui coûte aujourd'hui quelque chose comme 3,5 milliards d'euros. Donc 3,5 milliards d'euros, c'est 4 fois les franchises médicales. Donc on voit... sauf qu'en fait, entre-temps, il y a eu l'accord national interprofessionnel qui a étendu et rendu obligatoire les complémentaires entreprises. Au départ, c'est un dispositif incitatif pour inciter à un comportement vertueux de la part des entreprises qui, de leur bonne volonté, donnent des complémentaires à leurs salariés. Et maintenant, comme tout le monde est obligé de le faire, elles ont quand même gardé le bonus, alors qu'il n'y a plus d'incitation puisqu'elles sont obligées de le faire. Ça va, c'est une politique très simple. On décide, vu qu'il n'y a plus d'effet incitatif parce que c'est obligatoire, on l'enlève. Et on fait 3,5 milliards d'euros d'économies par an. Il y a les fameuses mesures non compensées. On pourrait simplement dire à l'État, l'État doit compenser. Il peut décider de sa politique de l'emploi et donc d'exonérer des cotisations sociales, mais il doit tout compenser. Ces dernières années, il a décidé de ne plus compenser. Ça, c'est 2,5 milliards d'euros. Sur les allègements de cotisations, on peut aussi reculer d'un pas ou deux et regarder ce que disent les économistes sur les effets de ces allègements de cotisations sur le niveau de l'emploi. Encore une fois, l'idée, c'était de dire, on va dire aux entreprises, vous allez moins payer de cotisations parce que comme ça, vous allez plus embaucher. En fait, c'est pas ce qui se passe. Et c'est pas des économistes radicaux qui disent ça. C'est par exemple les économistes qui travaillent pour France Stratégie, qui dépend du ministère et qui expliquent que, par exemple, dans le cas du CICE, qui coûtait quelque chose comme 18 milliards d'euros par an, l'effet sur l'emploi était environ de 100 000 emplois créés. 100 000 emplois créés pour 18 milliards d'euros. Alors évidemment, on peut se dire, c'est quand même bien d'avoir créé 100 000 emplois, mais à ce prix-là, on aurait pu embaucher le double ou le triple de personnel dans le système de santé. On va passer aux annonces de Gabriel Attal rapidement. En janvier, donc, le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale et il a dit qu'il voulait réarmer notre système de santé, c'est un peu l'expression à la mode en ce moment, avec notamment la mise en place de services d'accès aux soins dans chaque département français et à défaut la possibilité d'instaurer l'obligation de garde pour les médecins libéraux, la pénalisation des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous, la régularisation des praticiens diplômés hors de l'Union européenne, la facilitation des passerelles entre professions paramédicales et études médicales, et l'augmentation de la prise en charge des séances de psychologues pour la santé mentale des adolescents. Il a annoncé aussi le passage de 6 000 à 10 000 assistants médicaux afin de libérer environ 2,5 millions de consultations par an. Et il a annoncé aussi une augmentation de 200 € net par mois pour les infirmières scolaires avec prime exceptionnelle de 800 €. Nicolas, toi, tu as analysé ces différentes annonces dans un article sur Alternative économique. Qu'est-ce que tu penses de ces annonces? Comment tu les analyses? Parce que le gouvernement les a énormément vantées. Mais je vais être obligé de redire ce que j'ai déjà dit, et puis après on pourra analyser dans le détail. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais qui ont caché l'essentiel. L'essentiel, c'est pas 1 € de plus pour le système de santé. Et alors on pourrait se dire, oui, mais pourquoi ce monsieur nous dit pas 1 € de plus pour le système de santé? Pourquoi ça serait nécessaire? Pourquoi ça serait nécessaire? Parce que l'hôpital public est dans un état qui reste très dégradé. Bon, on rappelle, en France, en 2024, il y a des gens qui meurent dans les salles d'attente des urgences, faute de soins, faute de blocs, faute de médicaments et faute de personnel. Voilà. C'est à rappeler. Je le rappelle à chaque fois parce qu'on n'a pas le déclic si on ne le dit pas comme ça. Et c'est terrible. Quand on regarde les comptes des hôpitaux publics aujourd'hui, une très grande partie d'entre eux sont en déficit. Et c'est un déficit qui est structurel, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que le financement des hôpitaux publics est très mal calibré. Le Ségur de la santé qui était censé permettre un investissement massif dans le système de santé, quand on regarde l'évolution du taux de vétusté des équipements ou du taux de vétusté des bâtiments,
effectivement, pour l'instant, ce Ségur, il n'a pas vraiment eu d'impact. Alors on se demande, finalement, est-ce que ces sous, c'est des sous vraiment nouveaux? Est-ce que c'était des choses qui étaient déjà prévues, qui ont été revendues différemment? Souvent, ces annonces, c'était de la reprise de la dette, c'est-à-dire des hôpitaux très endettés, on leur dit, vous n'allez pas payer la dette, mais ça va être la Sécu qui va la payer. Donc en fait, on déplaçait la contrainte. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, le système de santé... à beaucoup d'endroits, il y a des questions qui se posent parce que on manque de moyens. Et ça, c'est sans parler de la médecine de ville ou des soins de santé primaires en général. Vous savez qu'en ce moment, il y a les négociations conventionnelles pour savoir comment va être réévaluée la rémunération des médecins. Ça va coûter beaucoup de sous. Sauf que s'ils ne sont pas prévus dans le plan dans les lois de financement de la sécurité sociale, dans le budget de la Sécu, ça veut dire qu'il va falloir raboter ailleurs. Donc, pas un euro de plus, alors qu'on a toutes ces perspectives. Et puis les difficultés de recrutement, etc. etc. Bon. Donc, on s'attendait, lors de ce discours de politique générale, à un retour sur cette histoire des 32 milliards qui n'étaient pas vraiment d'un nouveau budget, sauf qu'il n'y a rien eu. Il y a eu beaucoup d'annonces. Et encore une fois, beaucoup d'annonces, finalement, pour ne pas dire grand-chose. Parce que beaucoup de ces annonces étaient des redites. Par exemple, celle sur les assistants médicaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assistant médical? C'est quelqu'un qui va pouvoir être financé par la sécurité sociale pour travailler dans le cabinet des médecins. Et alors, c'est assez utile parce que les médecins, ils le disent assez, ils ont de plus en plus de travail qui est un travail administratif, un travail de coordination. Et donc, ils ressentent, et souvent à juste raison, qu'ils ont moins de temps pour s'occuper des patients. La sécurité sociale dit, on va créer le gouvernement a créé récemment ce type de métier qui existe depuis longtemps dans d'autres pays, et pour aider les médecins à se concentrer, disons, sur leur cœur de métier. Sauf qu'en fait, un rapport de l'IGAS, d'abord, c'était une annonce qui avait été faite par Emmanuel Macron un an auparavant, et il y a un rapport de l'IGAS qui disait que c'est un objectif... alors, les rapports de l'IGAS sont toujours... ils ne disent pas les choses extrêmement directement, mais... Il disait les choses quand même. Et il disait quoi? Il disait, de toute façon, on n'a pas les moyens de former ces gens, parce qu'il faut des instituts de formation, il faut être capable d'attirer des gens pour ce type de métier. Et puis après, il y a tout un tas d'autres obstacles. Parfois, les médecins ne veulent pas, parce que les médecins en France, ils ont vraiment cette éthique libérale qui considère qu'ils travaillent plutôt seuls et ils ne vont pas partager certaines tâches qui sont liées aux patients avec des gens qui ne sont pas leurs médecins. Il faut des locaux suffisamment grands pour pouvoir accueillir une personne supplémentaire. Alors, imaginez-vous, le médecin où vous allez, si ce n'est pas un centre de santé très grand, souvent, c'est dans un appartement du quartier où déjà la salle d'attente, elle est minuscule. Comment est-ce qu'on fait pour mettre quelqu'un d'autre pour travailler là-dedans? Donc, c'est très difficile. Donc ça, c'est une annonce qui avait déjà été faite, qui n'a aucune raison de trouver plus de succès à très court terme. L'annonce qui était vraiment importante, c'était l'annonce sur la régularisation des médecins dits PADU, donc ce sont des médecins à diplôme étranger non Union européenne. Ces médecins-là, en fait, c'est des médecins qui tiennent en particulier l'hôpital public, parce que ce sont des gens qui sont dans les lieux de soins et ils soignent comme les autres. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas payés comme les autres, parce qu'ils n'ont pas le diplôme. En fonction d'interne. Exact, notamment. C'est un des statuts qui est occupé par ce type de personnel, mais il y en a d'autres. Et en fait, c'est des gens qui sont moins bien payés, qui font le même boulot, et qui en fait qui sont pas reconnus. Et ils ont du mal à passer le diplôme qui permet d'obtenir l'équivalence, parce que c'est un diplôme très difficile à obtenir, d'autant plus quand on a un travail à 100%. Et alors là, ce qui était la menace, c'est que des milliers de personnes voyaient leur autorisation temporaire d'exercer arriver à échéance. Et donc ça a été prolongé. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais prolongé dans quelles conditions? On va pas donner aux gens leur diplôme, c'est pas ça qui va se passer. On va leur dire, vous allez avoir un peu plus de temps pour le passer. Donc le problème va se reposer. Par ailleurs, lorsque ces gens auront le diplôme, ça suppose donc que les établissements de soins qui les emploient, ils vont avoir des gens qui ont un diplôme qui va devoir donc être rémunéré à la hauteur du diplôme. Est-ce qu'il y aura les sous en plus? Ça, on ne le sait pas. Et donc, on voit à quel point on va être dans une redite régulièrement, parce que le problème général sur la question des médecins, c'est qu'en fait, la démographie est très faible et on se repose énormément sur les médecins
étrangers. C'est un petit peu comme ce qui se passe dans les universités, dans un tas de services publics. En fait, ça tient par les gens qui ont des statuts extrêmement précaires. Et là, dans ce cas, on voit le gouvernement remercier l'immigration. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Da Silva. On doit conclure, mais si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la Sécu, je vous recommande le livre « La bataille de la Sécu » des éditions La Fabrique, que tu as écrit, Nicolas Da Silva.